Oui, Monsieur le Président, mais mes chers collègues, je ne m'immiscerai pas dans ce débat médocain pour lequel j'ai sans doute peu de compétences à statuer ou à évoquer les situations que je ne connais pas très bien. En revanche, je voudrais vous donner mon sentiment sur... je parle sous le contrôle strict de Dominique Vincent, donc je fais évidemment attention aux mots que j'emploie, lorsque je parle du Médoc particulièrement, mais je voudrais vous donner mon sentiment sur la mise en œuvre de ces contrats de ville d'équilibre. D'abord, vous dire que globalement, nous saluons une initiative qui vise à venir en soutien à des territoires qui sont souvent sinistrés sur le plan social, on l'a dit, mais aussi économique et sur lequel il y a de grandes fragilités sociales. Ça, c'est le premier point, parce que je pense qu'il faut aussi en revenir à l'essentiel. Pas n'importe quel territoire non plus. Des territoires qui font l'objet, très clairement, et vous l'avez dit, notamment dans un certain nombre de documents d'aménagement du territoire, comme l'Interscot, des territoires dont les fonctions de centralité les posent très clairement comme pôle d'équilibre intermédiaire dans notre Gironde. Et ça, c'est aussi un point important. Je pense, et le groupe Gironde Avenir défend cette position, que en s'attaquant à cette question, en tout cas la prenant en compte, le département est pour le coup au cœur de ses compétences chef de filât, solidarité humaine et territoriale. Le cadre étant posé, on sait tous les uns et les autres que notre Gironde est diverse. Elle est à la fois attractive, elle est diverse dans son relief, dans sa géologie, dans ses ressources naturelles, dans les modes d'habitation qui la composent, mode de vie, dans la fracture qui peut exister, ou en tout cas qu'on essaie de combler entre ruralité et urbanité. Et de l'ensemble de ces contrastes, nous savons, parce que les choses ont été mesurées, et je reviendrai là-dessus par la suite, parce que ça me semble extrêmement important pour l'action départementale, de ces contrastes naissent aussi des inégalités, qui sont à la fois sociales et territoriales. Donc ce que propose, si j'ai bien compris la démarche départementale, les contrats de ville d'équilibre, c'est finalement, j'utiliserai cette formule, de faire un peu plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Sous cet angle, la démarche nous paraît utile, mais je souhaiterais poser un certain nombre d'éléments qui sont à la fois des éléments de méthodologie et puis des éléments qui pourraient guider les pratiques de politique publique départementale par rapport à ces contrats de ville, et donc je vais me permettre d'en énoncer quelques-uns. Tout d'abord, il nous semble qu'il est nécessaire que la hiérarchisation des interventions se fasse avec un certain nombre de critères objectivés. Pas forcément d'ailleurs des critères de prise en compte de données socio-économiques, quantitatives, mais des critères précis quant aux diagnostics territoriaux construits et animés sur les pôles sur lesquels on interviendra. Il y a dans les communes citées des communes dont le degré de maturité par rapport à l'approche de cette question, et ce n'est pas du tout une critique à l'égard des élus de ces territoires, je me garderai bien de ça, mais il y a des degrés de maturité dans la prise en compte de ces phénomènes assez diverses. Dans les documents que vous nous soumettez aujourd'hui, on voit bien que la démarche de Libourne est beaucoup plus avancée techniquement par rapport à l'analyse, au diagnostic territorial, que celle de l'ESPAR. Bon, c'est un fait. On sait aussi, par ailleurs, Bernard Castagnier témoignera, que l'Aréole a fait un travail approfondi sur ces questions qui permettent aujourd'hui d'avoir une maturité sur le diagnostic territorial posé sur les situations de cette commune et peut-être de son bassin de vie. Donc, il nous semble important que ces contrats de ville d'équilibre s'appuient sur une démarche de diagnostic préalable. Je dis cela sans critique par rapport aux élus, et je le dis avec d'autant plus de liberté que nous disposons d'une ingénierie spécifique départementale qui peut très bien venir en appui de ces territoires pour les amener à concrétiser et à formaliser le travail nécessaire à la prise en compte de leurs difficultés. Ce point peut paraître un point un peu méthodologique, mais il est essentiel, parce qu'on est bien sur ces territoires face à des difficultés qui sont protéiformes. Des difficultés d'habitat, de logement,
des difficultés de revitalisation du commerce de centre-ville, des difficultés d'attractivité touristique, des difficultés de mobilité, des difficultés de citoyenneté, de vivre ensemble. Il est donc nécessaire que tout cela fasse l'objet d'un diagnostic approfondi, pluridisciplinaire et qui permette de poser comme cadre préalable aux actions départementales un certain nombre d'actions qui seront directement corrélées à ces diagnostics. Ça, c'était la première remarque que je voulais vous faire. La deuxième remarque que je voulais vous faire, Monsieur le Président, ou Madame la Vice-Présidente, tient à la modification. Alors, c'est une démarque de forme, mais je pense qu'elle mérite d'être précisée aux modifications qui ont été faites concernant le rôle des intercommunalités, ou en tout cas l'articulation avec les intercommunalités. Dans un amendement qui nous a été soumis, l'intercommunalité pouvant être associée, donc on a vu que finalement, l'intercommunalité n'était plus obligatoirement associée. Il nous semble que dans ces processus qui visent à maintenir l'équilibre sur ces pôles de centralité dont l'intérêt dépasse naturellement la commune, il faut que les intercommunalités soient associées. Ensuite, je peux comprendre que localement, il y a des difficultés peut-être à harmoniser les choses, mais en tout cas, on ne peut pas imaginer que le département intervienne sur une commune centre d'un pôle de centralité sans que les intercommunalités soient à minima associées au processus. Ensuite, fort à elles de savoir ce qu'elles veulent en faire, mais qu'elles le soient, ça nous semble quelque chose d'extrêmement important. Autre élément important, selon nous, dans la démarche qui est construite ou proposée par le département, quid dans notre démarche de la mobilisation des autres partenaires? Pas une question anodine. Où seront, par rapport à ces contrats de ville d'équilibre, les autres partenaires? Seront-ils nécessairement, eux aussi, autour de la table, ou l'institution départementale sera-t-elle dans une logique de cavalier seul sur ces territoires? Alors, ça ne veut pas dire que l'action ne sera pas utile, mais quid de l'articulation avec les autres partenaires? Quid de l'État? J'aurai l'occasion de revenir dessus. La région, qui développe elle-même en ce moment, j'ai été d'ailleurs auditionné par la conférence territoriale d'action publique, qui développe aussi elle-même en ce moment un certain nombre de dispositifs. La Caisse des dépôts et consignations, avec les conventions de revitalisation de centre-bourg, sera-t-elle systématiquement associée, ou recherchera-t-on en tout cas à l'associer? L'Agence nationale de l'habitat, les pays PETR quand ils sont là, les chambres consulaires, bref, l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Bref, comment allons-nous articuler notre dispositif départemental avec ces partenaires? Serons-nous au cœur de la démarche? Après tout, pourquoi pas? Chef de file en matière de solidarité humaine et territoriale, nous pourrions avoir une certaine légitimité sur ce sujet. Nous avons de l'ingénierie. Serons-nous au cœur de cette démarche? Chercherons-nous donc avec les maires concernés, les élus concernés, à mobiliser largement ces acteurs? Bref, je souhaiterais que vous puissiez nous dire comment vous imaginez ce processus, sans qu'il soit non plus trop encadré dans une démarche rigide, parce qu'on a bien compris que la logique de tout ça, c'est pas non plus de recréer la rigidité sur des territoires qui sont souvent non fléchés dans d'autres politiques d'aménagement du territoire, et donc de garder une action volontariste. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire entre les lignes. La position de l'État méritera aussi d'être précisée, parce que nous intervenons sur ces territoires, nous interviendrons sur ces territoires. L'État a lui-même un certain nombre de dispositifs pour intervenir en termes de subventions, que ce soit la DETR ou le fonds de soutien à l'investissement local. Moi, je voulais vous dire que j'ai interrogé par 3 fois monsieur le préfet pour avoir une lisibilité ou une transparence sur l'attribution du fonds de soutien à l'investissement local, et que, en dépit de ces courriers réitérés, septembre 2017, octobre 2017 et plus récemment en mars 2018, je n'ai pas eu de réponse. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir des réponses sur ces questions. Parce qu'à un moment donné, on ne peut résoudre les problèmes de ces communes qu'en aussi ayant une visibilité sur les moyens qui seront dévolus et les efforts qu'est prêt à faire l'État sur ces territoires. Ça sous-entend un minimum de transparence sur les fonds qui sont alloués. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour vous résumer notre position, nous sommes plutôt favorables, voire favorables à cette démarche, qui nous semble une démarche utile, je l'ai dit, à condition qu'elle repose sur une méthodologie
claires, celle du diagnostic de revitalisation, que les critères d'attribution soient aussi objectivés, et qu'elle entraîne, ce qui est de notre point de vue un facteur de succès important, voire indispensable, la mobilisation d'autres acteurs que le département sur ces territoires. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dispositif que nous accueillons donc avec faveur.